De nouveaux éléments surgissent autour du sabotage de Nord Stream et l'Europe tremble. Une détonation enfouie dans les profondeurs de la Baltique et en une fraction de seconde, la charpente énergétique du continent s'effondre. Ni conflit armé, ni catastrophe naturelle, ni ouragan dévastateur. Non. Juste un acte volontaire, précis, chirurgical. Une frappe directe contre l'un des tuyaux vitaux de l'approvisionnement européen. Et la réponse officielle? Le vide. Zéro indignation mondiale, aucun procès international. À la place, opacité, rideau de fumée, récit bricolé à la hâte. Une mise en scène grossière. Un écran de fumée destiné à endormir l'opinion. Avaler cette version officielle, c'est accepter l'idée que les dirigeants protègent réellement leurs citoyens. Sur le plan technique, ça tient pas debout. Sans infrastructure de pressurisation, sans matériel de plongée de pointe, sans savoir-faire stratégique, mission impossible. Alice Weidel l'a affirmé clairement. On ne parle pas d'un coup de bricoleur du dimanche. C'était une manœuvre militaire, exécutée avec une précision d'horloger. Alors, par pur hasard, qui était présent pile au moment critique? Washington. Quelques jours seulement avant l'explosion, le bâtiment militaire américain USS Kearsarge, un mastodonte amphibie bardé de drones sous-marins ultra performants, suit la route exacte du gazoduc, s'attarde presque une semaine à quelques encablures de la future zone sinistrée, puis s'évapore des radars. Un simple concours de circonstances? 1 heure avant la déflagration, un appareil de surveillance américain traverse précisément ce secteur. Transpondeur éteint. Pas une panne. Une consigne. Une stratégie d'effacement numérique. Du sang-froid opérationnel. Et pendant que les charges déchirent les fonds marins, que se passe-t-il dans les salons feutrés de Berlin et de Bruxelles? Les élites lèvent leurs verres au nom du progrès. Elles annoncent, sourire aux lèvres, que Nord Stream 2 restera à jamais fermé. Non pas parce qu'il a été saboté, mais parce qu'il serait devenu politiquement inconvenant. En clair, des millions d'Européens voient leur sécurité énergétique jetée dans le feu d'un bras de fer géopolitique. Et la facture, c'est la population qui la règle. Elle paie avec son portefeuille, son confort quotidien, ses opportunités d'emploi. Voilà le fameux ordre fondé sur des règles. Des règles flexibles, valables pour toi, jamais pour Washington, rarement pour Bruxelles. Pendant ce temps, Gerhard Schröder, ancien chef de gouvernement devenu cible idéale, finit par se présenter devant la commission d'enquête en octobre 2025, après avoir esquivé pendant des mois, à distance. Ton détaché, regard ailleurs, attitude nonchalante. Son message? Nord Stream relevait, selon lui, d'une logique économique parfaitement cohérente. La fondation climatique du Mecklembourg-Poméranie. Un outil, à ses yeux, acceptable pour contourner les sanctions américaines. Mais dès qu'on entre dans le concret, rencontre avec Schwesig, échange avec Sellering, soudain, trou noir. Je ne me rappelle plus. Comme par magie, on oublie toujours ce qui pourrait coûter cher. Pourtant, la réalité commence à émerger. Les enquêtes d'opinion sont claires. Plus de 7 Allemands sur 10 estiment que Berlin dissimule des éléments clés. Plus de 6 sur 10 pensent que les procédures sont volontairement ralenties. Et ce soupçon n'est pas absurde, car la vérité serait une bombe politique. Elle montrerait que le gouvernement allemand, Bruxelles et certains réseaux transatlantiques n'étaient pas de simples spectateurs, mais des acteurs.
Il ne s'agissait pas d'ignorance. Il y avait coopération. Puis arrive Donald Trump, redevenu président, qui jette une lumière crue sur cette affaire. Devant les caméras, à plusieurs reprises, il tranche sans détour. La Russie n'y est pour rien. Aucun nom cité, mais le message est limpide. C'était une opération étatique. Et les États-Unis savent parfaitement qui a tiré les ficelles. Des documents internes, divulgués par des lanceurs d'alerte, le montrent. Des mois avant l'attentat, la CIA savait qu'une unité de commando ukrainienne préparait une opération de sabotage. Et qu'a-t-on fait? Rien. On les a laissés faire, ou pire, on les a aidés. Et voici le véritable coup de tonnerre. En coulisses, des discussions secrètes sont en cours entre Richard Grenell, l'homme de Trump en Europe, et Matthias Warnig, proche de Poutine. L'enjeu n'est rien de moins que la remise en service de Nord Stream 2 en 2027. Pourquoi précisément cette date? Parce qu'en 2026 expirent les premiers contrats de GNL avec les États-Unis. Ces accords d'urgence hors de prix conclus dans la panique juste après le sabotage. Trump pourrait désormais monter le deal du siècle. La Russie fournit à nouveau du gaz, l'Europe devient indépendante, mais cette fois des États-Unis. Un basculement géopolitique, un véritable séisme. Et c'est précisément cela qui affole Bruxelles et Berlin. Car qui profite du statu quo? Les États-Unis, avec leur gaz de schiste sale, vendu 3 à 4 fois plus cher que le gaz russe. BlackRock, JP Morgan, Exxon, eux encaissent, pendant qu'en Allemagne, des entreprises ferment, que des boulangeries mettent la clé sous la porte, que les agriculteurs descendent dans la rue. La classe moyenne s'effondre, l'industrie s'en va, et plus personne ne parle de Nord Stream. Sauf quelques voix qualifiées bien commodément de « droite populiste ». Tino Kruppala appelle l'attaque par son nom, une agression contre la souveraineté énergétique allemande, et il exige réparation, remise en service, primauté des intérêts nationaux sur les idéologies globales. Petite note au passage, des contenus comme celui-ci n'atteignent pas toujours tout le monde. Un abonnement, une cloche activée ou un simple commentaire aident à maintenir leur visibilité. Mais que fait le gouvernement allemand? Que fait l'UE? Rien. Aucune commission d'enquête digne de ce nom. Aucun tribunal international. Aucune exigence de réparation. À la place, la même arrogance, la même cécité idéologique qui nous a conduits dans cette catastrophe énergétique. Friedrich Merz est peut-être chancelier désormais. Mais qu'est-ce qui a changé? La stratégie reste la même. Se taire, retarder, bloquer. L'éléphant dans la pièce est ignoré, parce que la vérité est trop grande, trop dangereuse, trop explosive. Car si jamais il devenait public que des services de renseignement occidentaux ont pu, avec la connaissance, voire la participation de gouvernements européens, faire sauter une infrastructure critique en temps de paix, alors tout l'édifice mensonger de l'amitié transatlantique s'effondrerait. Alors tout devient clair. L'Europe n'est pas un partenaire, mais un vassal. Pas un allié, mais un pion. Nord Stream n'était pas seulement un projet énergétique, c'était un symbole de rationalité économique, de coopération entre l'Est et l'Ouest. Et c'est précisément cela qui dérangeait à Washington. Trop d'autonomie, pas assez d'obéissance. L'ordre fondé sur des règles ne fonctionne que tant que l'Europe danse au son de la flûte. Et ceux qui refusent d'obéir sont tout simplement coupés.
au sens propre. Voilà pourquoi on ne veut ni réparer, ni relancer l'exploitation, bien que ce soit techniquement possible, économiquement logique et clairement souhaité par la population. Selon les sondages récents, plus de 65% des Allemands soutiendraient la remise en service de Nord Stream 2 si elle faisait baisser les prix de l'énergie. Mais qu'importe l'avis du peuple pour les élites politiques, Bruxelles dit non. Le gouvernement fédéral se tait et les seules voix qui s'élèvent sont celles qu'on qualifie commodément de populistes. Autrement dit, celles qui ont encore le courage de dire tout haut ce que des millions pensent tout bas. Et puis il y a Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, plus empressée d'envoyer des chars à Kiev que de réfléchir à l'origine de l'électricité qui fait tourner l'industrie européenne. Nord Stream ne rouvrira pas, affirme-t-elle. Point final. Pas de débat, pas de fait, seulement de l'idéologie. Et quiconque ose contester cette ligne est aussitôt catalogué complotiste, suppôt de Poutine ou extrémiste de droite. Un salut discret à tous ceux qui ne se laissent plus intimider, car les faits racontent une autre histoire. Les conséquences économiques du sabotage sont dévastatrices. La France enregistre un nombre record de boulangeries en faillite. La flambée des prix de l'énergie rend toute production rentable impossible. En Italie, des entreprises historiques ferment leurs portes. En Allemagne, les industries énergivores s'en vont vers la Chine, l'Inde ou les États-Unis. Ironie de l'histoire, les États-Unis sabotent un pipeline européen, puis récupèrent l'industrie qui délocalise à cause de ce sabotage. Et nos responsables politiques applaudissent encore. Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique. Il s'agit de contrôle, de domination, d'une Europe qui ne doit surtout pas tenir debout par elle-même. Nord Stream était un pas vers l'indépendance. C'est précisément pour cela qu'il devait disparaître. Et comme on ne peut pas l'expliquer ainsi au peuple, on lui raconte des fables de voiliers, de plongeurs en combinaison et de réchauds de camping menant des opérations de sabotage sous-marin. Bienvenue dans le cirque politico-médiatique de l'année 2026. Très courte interruption. Pendant que tu regardes cette vidéo, le gouvernement prépare des décisions qui te concerneront, que tu le veuilles ou non. La question est simple. As-tu un plan? Si ce n'est pas le cas, clique sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises te montre concrètement comment te protéger sur les plans juridiques, financiers et pratiques avant que la prochaine grande mesure ne tombe. Ceux qui arrivent en 2026 sans préparation ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Mais maintenant, les choses deviennent sérieuses, car en coulisses, ça bouillonne. Trump joue aux échecs et l'Europe n'est plus qu'un pion sur l'échiquier. Sa réélection a modifié l'équilibre des forces, et soudain, les discussions reprennent. Des discussions sur le gaz, sur des accords, sur la coopération. Non pas par amour pour la Russie, mais par pure nécessité économique. Et qui pourrait en tirer profit ? Exactement, l'Europe. Du gaz bon marché, une sécurité d'approvisionnement, une politique étrangère indépendante. Mais pour cela, il faudrait avoir le courage d'abandonner son rôle de vassal. Il faudrait reconnaître qu'on a été trompé par des alliés, par les médias, par son propre gouvernement. Or, ce courage fait défaut. À la place, on persiste dans le déni de réalité. Tandis que Trump et Poutine se serrent peut-être déjà la main à Genève, à Berlin, on débat de toilettes non genrées et de drapeaux arc-en-ciel sur la chancellerie. Pendant que les groupes énergétiques américains affichent des profits records, chez nous les lumières s'éteignent. Et les Verts osent encore appeler cela du progrès. Du progrès dans les ruines sans doute.
Et que reste-t-il? Un pays abîmé, un peuple appauvri, un pipeline détruit devenu symbole de l'abdication européenne, de l'échec des élites, de la trahison de la souveraineté, mais aussi d'un réveil. Car de plus en plus de citoyens posent des questions. De plus en plus comprennent le jeu. Et quand la vérité éclate, il n'y a pas de retour en arrière. Voilà pourquoi il faut aujourd'hui des voix courageuses. Voilà pourquoi il faut de la clarté. Voilà pourquoi nous devons parler. Des faits, des responsabilités, des saboteurs. Qu'ils soient à Washington, à Bruxelles ou à Berlin. Car Nord Stream n'est pas qu'une infrastructure technique, c'est un signal politique. La preuve que des intérêts géopolitiques ont été placés au-dessus du bien-être de peuples entiers et que nos élites ont accepté d'y participer. N'oublions pas, restons bruyants, critiques, vigilants, prêts à dire la vérité, même lorsqu'elle dérange, car elle est plus nécessaire que jamais. Merci de votre écoute. Partagez, discutez, questionnez. Restez